France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann. Sigmund Freud appelait pensée magique le fait de croire que notre pensée agit. Par exemple, de croire que penser du mal de quelqu'un lui fait effectivement du mal. Ou encore, que penser à un accident de voiture possible réalise cette crainte ou au contraire protège quelqu'un contre cette éventualité. La croyance dans la pensée magique peut aussi bien inhiber notre liberté de penser que produire de contraignants rituels de pensée supposés capables de nous faire maîtriser les événements de la vie. Dans l'œuvre de fiction Harry Potter, à laquelle nous consacrons donc une série d'émissions cette semaine pour en explorer les enjeux philosophiques, on peut se demander si la magie n'est pas l'application stricte mais riche de cette idée freudienne de la pensée magique. Car à bien y réfléchir, ce qui agit dans la magie des sorciers, c'est fondamentalement de la pensée. Il faut se concentrer, vouloir vraiment les sortilèges lancés, se les représenter avec force pour qu'ils réussissent. Et à l'inverse, il faut s'empêcher de penser certaines choses pour neutraliser certains sortilèges subis et aussi pour devenir un bon sorcier qui maîtrise sa propre magie. La complexité de la magie dans Harry Potter évoque ainsi la complexité du fonctionnement même de la pensée, les ruses de celle-ci, sa dimension maîtrisable, mais aussi sa part non maîtrisable. Je vous propose d'explorer cette hypothèse ce matin. Voici donc le 3e épisode de notre série sur Harry Potter. La magie dans Harry Potter est-elle la métaphore des ruses de la pensée ? Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir la philosophe Marianne Chaillan, professeure de philosophie en lycée à Marseille. Bonjour. Bonjour. Alors Marianne Chaillan, vous êtes aussi écrivaine, vous avez publié plusieurs essais, et notamment sur notre sujet de cette semaine, l'essai qui s'intitule Harry Potter à l'école de la philosophie, études philosophiques aux éditions Ellipse en 2013. Et puis avec nous, pour parler de tout cela, quoiqu'à distance, j'ai le plaisir de recevoir Clémentine Beauvais, qui est écrivaine et traductrice de l'anglais au français. Bonjour Clémentine Beauvais. Bonjour. Ouais, on vous entend. Vous êtes à York. En effet, vous y êtes enseignante-chercheuse à l'université de York, en Angleterre donc. Et il paraît que dans votre adolescence, vous retraduisiez pour le plaisir des passages de la saga Harry Potter. En tout cas, vous êtes devenue la traductrice de J.K. Rowling pour un de ses derniers romans, l'Icabog, paru chez Gallimard en 2020. Et je souligne aussi que vous publiez ce mois-ci chez Gallimard Écrire comme une abeille, la littérature jeunesse, de la lecture à l'écriture. Alors pour commencer cette réflexion sur la magie dans Harry Potter, je vous propose toutes les deux, et puis tous nos auditeurs, d'écouter un extrait du premier volume où Harry se retrouve devant un singulier miroir appelé miroir du Rized. Alors Rized, c'est un anagramme du mot désir, une anacyclique, disent même les spécialistes, c'est-à-dire en vérité, comme disent les non-spécialistes, désir en verlan. À présent qu'il n'entendait plus Rogue ni Rusard, sa panique s'était calmée. Il ôta sa cape et s'approcha du miroir pour vérifier qu'il était toujours invisible. Il fit un pas en avant et dut alors se plaquer une main sur la bouche pour étouffer un cri d'horreur. Il se retourna brusquement et son cœur cogna contre sa poitrine encore plus fort que lorsque le livre s'était mis à hurler, car son reflet était apparu. Mais il n'était pas seul. Il y avait un groupe de gens qui se tenaient derrière lui. La pièce était vide, cependant. La respiration haletante, il se tourna lentement vers le miroir. Il vit à nouveau son reflet, livide, apeuré, et derrière lui au moins 10 autres personnes. Harry regarda par-dessus son épaule. La pièce était toujours vide. Ou alors, eux aussi étaient peut-être invisibles. Mais ce miroir avait la faculté de les refléter quand même. À nouveau, il regarda le miroir. Une femme debout derrière son reflet lui souriait en faisant des signes de la main. Il tendit le bras derrière lui, mais il ne sentit que le vide. Si cette femme avait été vraiment présente dans la pièce, il aurait pu la toucher. Mais il n'y avait rien. Tous ces gens n'existaient que dans le miroir. La femme était très belle. Elle avait des cheveux au burn et ses yeux sont comme les miens, pensa Harry en s'approchant un peu plus près de la glace. D'un vert brillant et d'une forme semblable. Il s'aperçut alors que la femme pleurait. Elle souriait et pleurait en même temps.
L'homme qui se tenait à côté d'elle était grand, mince, avec des cheveux noirs. Il la tenait par les épaules. Il portait des lunettes et ses cheveux étaient très mal coiffés. Il avait des épis qui dépassaient à l'arrière de son crâne, tout comme Harry. Il était si près du miroir à présent que son nez touchait presque celui de son reflet. « Maman ? Papa » murmura-t-il. L'homme et la femme le regardèrent en souriant. C'était le premier volume, Harry Potter à l'école des sorciers, proposé en lecture par Bernard Giraudot. Marianne Chaillan, ce miroir est une invention assez extraordinaire. Il vous fait donc voir comme extérieur à vous des pensées et des représentations qui correspondent à votre désir le plus profond. Il faut donc en déduire que personne ne voit la même chose dans ce miroir. C'est ça ? En effet, Harry, qui est orphelin, voit ses parents. Ron, que Harry amènera devant le miroir, pensant lui présenter ses parents, mais Ron ne les voit pas et se voit, lui qui a vécu dans l'ombre de ses frères, se voit couvert de gloire. Dumbledore feint de voir, je sais pas quoi, mais on apprend dans les Animaux Fantastiques, en fait, il voit Grindelwald, donc effectivement... Je crois qu'il voit sa propre famille, sa pauvre sœur qui a été tuée. Oui, c'est ce qu'on pensait, mais dans les Animaux Fantastiques... Ah oui, ça change. On le voit avec Grindelwald. et moi, je me suis demandé longtemps ce qu'on verrait dans le miroir ce que je verrais, vos auditeurs sans doute aussi, et ce que nous verrions, c'est notre désir le plus profond. Oui. Et là, pour le coup, on est en plein dans la question de l'exercice spirituel comme puissance magique, parce que Harry va devenir obsédé par cette vision. Il va revenir sans cesse devant le miroir du Riséd, au point de délaisser ses occupations jusqu'à ce que intervienne le plus grand des philosophes de Poudlard, c'est-à-dire Dumbledore, oui, qui va venir le trouver et qui va lui dire « Harry, tu sais... l'ennui, c'est que les humains ont un don pour désirer ce qui leur fait le plus de mal. Et beaucoup d'hommes ont dépéri devant ce miroir du Riséd. Fais attention, le désir peut être une source de malheur terrible. Il faut que tu entames une réforme du désir, d'une certaine manière. » Il va l'inviter. Alors, il va même là, je dirais, il va faire un peu le travail à sa place, puisque c'est Dumbledore qui va déplacer le miroir. Hein. Oui. Mais d'une certaine manière, il invite Harry à convertir son désir et ne pas faire porter son désir sur ce qui ne dépend pas de lui, oui, mais à essayer, autant que faire se peut, c'est un exercice stoïcien, de discipliner ses désirs, oui, à essayer de convertir notre désir sur ce qui dépend de nous. On trouve cette leçon chez Épictète, qui nous dit si tu désires que tes enfants, que tes parents vivent toujours, ça dépend pas de toi, et c'est ce que Harry souhaite. Il souhaite que ses parents vivent toujours, c'est ça qu'il voit dans le miroir. Et là, ça ne dépend pas de lui, ses parents sont morts, et ce désir peut le consumer. On voit bien que ça le consume dans le roman, puisqu'il ne cesse de revenir devant le miroir. Des hommes ont dépéri ou sont devenus fous, précise en effet Dumbledore, je lis, en contemplant ce qu'ils voyaient dans ce miroir, car ils ne savaient pas si ce que le miroir leur montrait était réel ou même possible. Ça ne fait pas grand bien, Harry, de s'installer dans les rêves en oubliant de vivre. Souviens-toi de ça. Ouais. Clémentine Beauvais, quelle remarque globale sur le sens de la magie vous inspire ce premier exemple, le miroir du Riséd? La magie dans Harry Potter, bien sûr. Ouais, moi je dirais que cet objet, il est intéressant justement de ce que vient de dire Marianne Chaillan pour son côté didactique, et on entend très bien le côté très didactique de ce que lui dit Dumbledore. Souviens-toi de ça, Harry, qui est vraiment une technique très très constante chez Rowling, qui est vraiment une grande moraliste dans ses livres. Mm-hmm. Et là on voit avec le miroir du Riséd, et c'est le cas de beaucoup d'objets magiques, qui a une ambivalence, mais vraiment au sens propre du terme d'ambivalence. Ça peut être un objet de bien ou un objet de mal. Et même le nom du miroir du Riséd en anglais, qui est Mirror of Erased or Erased, on ne sait pas très bien comment le prononcer, mais bref, c'est entre erased, qui veut dire effacé, disparu, et cette espèce de rise qui est à l'intérieur, qui pourrait s'élever, se soulever et devenir une énorme partie de la vie de la personne. Et tous les objets ont ce potentiel de devenir quelque chose de terrible, ou quelque chose au contraire d'une force pour le personnage. Et en étant mis face à son désir le plus cher, soi-disant, qui est de retrouver ses parents, Harry est face à un choix éducatif, un choix didactique. Ça fait vraiment partie du programme pédagogique
pédagogique de Dumbledore de mettre ça devant lui, de mettre Harry face à cette responsabilité-là, qui est une responsabilité de choix. Et plus tard, Dumbledore va lui dire ce sont nos choix qui montrent ce que nous sommes vraiment beaucoup plus que ce que nous avons à l'intérieur, que nos capacités, etc. C'est vraiment un programme pédagogique, ce miroir, comme beaucoup d'autres objets magiques. Merci de nous rappeler la langue anglaise, qui est celle de J.K. Rowling, puisque nous, l'inversion du mot désir en français, reset, ça veut pas dire grand-chose, mais apparemment, en anglais, vous nous l'avez précisé, ça évoque énormément de choses. Alors, il n'y a pas que le mot qui est inversé, il y a peut-être une scène, alors pas primitive, mais première dans nos vies, c'est celle que Lacan appelait le stade du miroir, lorsque le petit enfant entre 6 et 18 mois se met devant un miroir, peu à peu, il apprend à dépasser la première idée qu'il a en tête, qui était que, en fait, c'était un autre que lui, un autre individu, un autre petit enfant qui était là devant lui. Peu à peu, il comprend que cet autre, en fait, c'est lui-même. Et on a l'impression qu'avec le miroir du Rised, nous laissons aller à l'idée inverse, ce que nous désirons, et qui est donc nôtre, nos pensées, nos désirs, en fait, sont autres, sont objectivés comme ça, devant nous. Ils existent bien, tous ces individus extérieurs à nous. Est-ce qu'on ne voit pas là, Marianne Chaillan, la profondeur de J.K. Rowling, c'est-à-dire qu'on peut faire énormément d'associations conceptuelles, de références à beaucoup d'auteurs lorsqu'on la lit, et chaque détail est extrêmement riche. Oui, absolument. Je suis, avant toute chose, avant d'avoir écrit cet essai, une lectrice passionnée. Et si j'ai écrit cet essai, Harry Potter à l'école de la philosophie, c'est parce que je constatais autour de moi que beaucoup de professeurs de philosophie étaient tout autant passionnés que moi. Alors, je me suis demandé, mais qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est juste un divertissement qui nous détend ? Ou est-ce qu'il y a dans la saga Harry Potter quelque chose de particulièrement propre à susciter l'engouement d'un public de professeurs de philosophie, et je suis partie avec cette hypothèse, est-ce qu'il y a de la philosophie ? Et alors là, c'était extraordinaire, c'est-à-dire que je ne sais pas si elle fait exprès, je ne sais pas si elle a lu les Stoïciens, si elle a lu Platon, si elle a lu Sartre. Freud et Lacan aussi. Freud et Lacan, mais quand on rentre à Poudlard clairement, et donc tous les lecteurs qu'elle a amenés dans Harry Potter, ont, sans le savoir, autant que pratiquer la magie, ont pratiqué la philosophie. Elle rentrait à Poudlard, en tant que lecteur ou en tant qu'élève. C'est une école de philo. C'est une école de philosophie. Alors, on va prendre un autre exemple qui, d'une certaine façon, est le contraire du miroir du Rised. C'est ce qui s'appelle l'expérience des épouvantards. Alors, les épouvantards nous font très peur, mais il faut comprendre justement le contraire, que dans l'affaire du miroir. Il faut comprendre que ce qui est là devant nous n'est que la projection de quelque chose qui nous fait peur intérieurement, n'a pas d'existence plus réelle que cela, et essayer intérieurement de le contrer, c'est-à-dire en faisant une nouvelle fois, pour le coup c'est vraiment typique de Rowling, un travail intérieur. Je vous propose d'écouter la leçon du professeur Lupin dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban à ses élèves, qui leur explique donc ce qu'est l'épouvantard. Lupin fit signe aux élèves d'avancer dans le fond de la salle où il n'y avait qu'une vieille penderie qui servait à ranger les robes des professeurs. Lorsqu'il passa devant la penderie, elle se mit à trembler avec un grand bruit. « Ne vous inquiétez pas », dit Lupin d'une voix rassurante en voyant quelques élèves faire un bond en arrière. « Il y a un épouvantard là-dedans. » La grande majorité de la classe semblait convaincue que c'était précisément une raison de s'inquiéter. Neville regarda le professeur d'un air terrifié, et Seamus Finnegan contempla avec appréhension la poignée de la porte qui s'était mise à s'agiter. « Les épouvantards aiment les endroits sombres et confinés, » dit le professeur. « Les armoires, les penderies, les espaces sous les lits, les placards et sous les éviers. Un jour, j'en ai vu un qui s'était installé dans une vieille horloge de grand-mère. Celui-ci est arrivé hier après-midi et j'ai demandé au directeur l'autorisation d'en profiter pour faire une séance de travaux pratiques. La première question que nous devons nous poser, c'est « qu'est-ce qu'un épouvantard ?» Hermione leva aussitôt la main. « C'est une créature qui change d'aspect à volonté en prenant toujours la forme la plus terrifiante possible. » « Oh, je n'aurais pas pu donner une meilleure définition. » Hermione rayonnait. « Ainsi donc, l'épouvantard qui s'est installé dans cette penderie n'a encore pris aucune forme.
Il ne sait pas encore ce qui pourrait faire peur à la première personne qui se présentera de l'autre côté de la porte. Nul ne peut dire à quoi ressemble un épouvantard quand il est tout seul. Mais lorsque je le laisserai sortir, il prendra immédiatement la forme qui fera le plus peur à chacun d'entre nous. C'était Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, et toujours cette voix du lecteur Bernard Giraudot qui a eu l'air vraiment de bien s'amuser en faisant cette lecture. Clémentine Beauvais, l'épouvantard évoque pour vous quelle signification ? Alors moi déjà une chose que je dirais quand même, et ça s'applique aux deux, c'est qu'on parle, alors je veux pas du tout dire ça contre Rowling, c'est une autrice absolument extraordinaire, mais ce qu'il faut remarquer quand même, c'est que ce soit le miroir du Riséd ou l'épouvantard, on a quand même la vision assez simple, pas forcément simpliste, mais en tout cas simple, d'un désir qui est transparent à soi-même du moment qu'on a le bon objet en face, et d'une peur qui est transparente à soi-même du moment qu'on a le bon objet en face pour nous la renvoyer. Et ça c'est important de le noter quand même, parce que à la fois ça participe du projet didactique de Rowling, ça participe aussi de l'aspect très pratique de ces objets pour la narration, c'est-à-dire que là, ce qu'on va avoir dans le truc de l'épouvantard, c'est quand même un super indice sur qui est Lupin. Il faut se rappeler que lui, il va voir une boule qui tournoie dans le ciel, c'est la lune, parce que c'est lui-même un loup-garou, donc on va avoir un indice par rapport à l'enquête de tout le prisonnier d'Azkaban. Et quand même, c'est des visions, des sentiments, des impressions profondes qu'on peut avoir, qui sont pas d'une extrême sophistication en termes psychologiques, c'est certainement pas psychanalytiquement hyper développé. Enfin, on peut penser à un autre auteur comme Philippe Pullman qui lui dans sa saga de fantasy va avoir des objets qui sont autrement plus complexes et ambigus, comme la léthiomètre qui révèle pas tout à fait les désirs ou ce genre de choses là. Rowling, non, elle est assez claire qu'un épouvantard, voilà, c'est votre pire peur. Mais si vous réfléchissez vous-même à qu'est-ce que vous montrerait votre épouvantard, est-ce qu'on aurait comme ça une vision aussi transparente de ce que sont nos peurs? Et pour revenir sur ce que disait Marianne Chaillan tout à l'heure, sur qu'est-ce qui attire autant les enfants, et enfin moi j'en suis une, j'en ai été une éminemment dans Harry Potter, c'est aussi ça, c'est-à-dire que c'est quand même un livre qui reprend des contes de fées, par exemple, cet aspect très objectivé et très concret de ce qu'est un sentiment, de ce qu'est une émotion. Et l'épouvantard, il va vous montrer votre peur, il va vous montrer votre grand méchant loup, si vous voulez. Et c'est vraiment, ça fait partie de la dynamique assez binaire de bien et de mal qui existe chez Rowling, qui peut avoir bien sûr des complexités, et elle en a énormément sur 7 tomes, mais qui reste dans cette vision extrêmement stabilisante pour l'enfant aussi, de ce qu'est une peur, la seule peur, votre seule peur et votre seul désir, quoi. Et l'épouvantard, c'est un exercice parmi d'autres là-dessus. Il faut aussi noter que c'est vraiment, l'épouvantard, il est là pour leur faire s'exercer le patronus. Alors on y viendra. Là, vous me grillez pas tout, parce que c'est très compliqué le patronus. J'ai un vrai moment de patronus dans cette émission, je vous promets. Je vous promets. On va d'abord parler des objets, parce qu'il y en a, ils sont tellement drôles, même les bonbons font des trucs bizarres dans la bouche, ou ils vous sautent aux yeux quand on les ouvre. Enfin, les objets sont hantés comme ça, mais souvent au bon sens du terme. En tout cas, il y en a un qui correspond exactement au désir probablement le plus universel, qui est de se faire passer, de paraître invisible, et donc de pouvoir faire absolument ce qu'on veut sans être vu. Écoutez. Il n'y avait plus qu'un seul paquet à ouvrir. Harry déchira le papier et un morceau de tissu très léger, d'une teinte argentée, glissa sur le sol, où il forma un petit tas aux reflets luisants. Ron en resta bouche bée. « J'ai entendu parler de ça !» dit-il d'une voix sourde. « Si c'est ce que je crois, il n'en existe pas beaucoup et c'est vraiment précieux. » « Qu'est-ce que c'est ?» Harry ramassa le morceau de tissu brillant. En le prenant entre ses doigts, il eut l'impression de toucher de l'eau qu'on aurait transformée en étoffe. « C'est une cape d'invisibilité, » dit Ron impressionné. « J'en suis sûr maintenant, essaye-la. » Harry jeta la cape sur ses épaules et Ron poussa un cri. « Ah, c'est bien ça! Regarde !» Harry regarda ses pieds, mais ils avaient disparu. Il se précipita vers le miroir et ne vit que son visage qui semblait flotter dans l'air. Son corps, lui, était devenu invisible. Il remonta la cape sur sa tête et son reflet s'effaça complètement. « Il y a un mot, » dit soudain Ron. « Un mot dans le paquet !» Harry enleva la cape et lut ce qui était écrit d'une écriture arrondie qu'il n'avait jamais vue auparavant. « Ton père m'a laissé ceci avant de mourir, il est temps que tu en hérites. Fais-en bon usage. Très joyeux Noël. » Il n'y avait pas de signature.
La cape d'invisibilité, Harry Potter à l'école des sorciers, elle apparaît en effet dès le volume 1. Clémentine Beauvais, vous étiez bien partie là sur tous les objets. Je vous laisse encore commenter cet objet. On aurait tous voulu ça, franchement. Cet objet, bon, alors après l'invisibilité, c'est pas complètement hors du commun dans les livres pour enfants, il y en a beaucoup, mais ce qui est vraiment extraordinaire chez Rowling, c'est à quel point cette cape, elle va devenir vraiment à la fois un outil narratif surpuissant pour permettre à Harry d'écouter des conversations qu'il devrait pas, etc., de faire des aventures qu'il devrait pas faire. Bon, alors je suis sûre que Marianne Chaillan le mentionnerait de toute façon, mais c'est très proche de l'anneau de Ligès ou de Gigès dans Platon, c'est-à-dire que cet objet qui rend une personne invisible et qui du coup va le tester moralement. Et ça, c'est beaucoup le cas avec Harry, c'est-à-dire que cette cape, elle va avoir une fonction en fait empirique, de tester des principes moraux, parce qu'il pourrait faire n'importe quoi avec cette cape. Et finalement, il fait pas du tout n'importe quoi. La plupart du temps, il en fait bon usage, comme lui recommande Dumbledore dans sa petite lettre. Et je pense que moi, ce qui m'intéresse, peut-être d'un point de vue parce que je suis dans les sciences de l'éducation, mais c'est de montrer à quel point ces objets magiques qui sont liés à une philosophie de l'éducation en Bretagne et aux États-Unis qui est extrêmement basée sur l'expérience, et on peut la rapprocher de la philosophie de l'éducation de John Dewey qui parle comme ça de cette notion que voilà, pour apprendre des choses aux enfants, on les fait faire des choses. C'est le learning by doing. Et pour moi, cette mission éducative que donne Dumbledore à Harry en lui confiant la cape de son père, c'est éminemment ça. C'est-à-dire, vas-y, teste, fais tes trucs. Moi, je vais te surveiller à distance. Je vais organiser les conditions de ton apprentissage. Et avec la cape, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que Harry, il fait plein de trucs avec, mais il est quand même limité par certains côtés. Et Dumbledore lui donne les clés du château, en gros. Il lui dit, voilà, va écouter des gens, va tester des trucs, et tu apprendras des choses sur ce qui s'est passé dans ta vie et sur ce qui se passe actuellement dans le château. C'est vraiment une expérience deweyenne d'éducation qui lui est donnée grâce à cette cape d'invisibilité. Marianne Chaillan, votre commentaire de la cape d'invisibilité ou d'autres objets si vous voulez, parce qu'on peut faire une série. Ils sont pas tous, ils ont pas les mêmes propriétés, mais il est certain qu'ils renvoient tous à quelque chose que nous pensons. Oui, je suis parfaitement d'accord avec ce que vient de dire Clémentine. Moi, cette cape d'invisibilité, j'y vois effectivement une expérience morale à laquelle est soumise Harry et qui renvoie effectivement à cet anneau de Gigès qu'on trouve chez Platon, oui. Et qui, selon moi, du coup, inscrit J.K. Rowling dans un dialogue avec Tolkien sur cette problématique philosophique. Est-ce que oui ou non, l'homme vertueux existe bel et bien? C'est-à-dire quand on peut commettre le mal en toute impunité, est-ce que certains parviennent à résister à cette tentation de commettre le mal? Il me semble que J.K. Rowling s'inscrit du côté de Socrate et de Platon, là où Tolkien, manifestement, avec son anneau de pouvoir, suit la thèse plus pessimiste de Glaucon, qui nous dit qu'en vérité, une fois qu'on a levé la question d'être visible, si on n'est pas visible, on sera immoraux, immoral, pardon. Exactement. Et ça, c'est vraiment le fil platonicien chez J.K. Rowling. Il est très présent. Je suis d'accord avec la lecture aussi de Dumbledore, qui enseigne. Alors moi, je vois plutôt là encore un fil platonicien, c'est-à-dire que bien souvent, Harry reproche à Dumbledore de pas lui donner directement la leçon, de pas lui dire exactement ce qu'il convient de faire, et c'est à Harry lui-même de trouver ce qu'il convient de faire, comme si on pouvait pas apprendre d'un autre, mais qu'il fallait apprendre par soi-même dans un enseignement plutôt de type dialectique que didactique, et je vois ce fil-là. L'épouvantard dont on parlait tout à l'heure, Clémentine en a très bien parlé, et là c'est le fil stoïcien, je trouve, vraiment très présent chez J.K. Rowling. On parlait de la discipline du désir avec le miroir du Rised, mais chez les stoïciens, il y a cette idée que si nous sommes très malheureux, c'est à cause des mauvaises représentations qu'on se fait sur le réel. Et l'exercice face à l'épouvantard, c'est vraiment un exercice de reconduire nos représentations à une juste perception du réel objectif. Donc vraiment, encore une fois, je crois qu'il y a dans Harry Potter, bon, peut-être pas la pensée magique, mais l'idée que il y a vraiment une magie de la pensée, quoi. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann. Nous parlons d'Harry Potter et du sens qu'a
la notion de magie chez Harry Potter, est-ce que ce ne serait pas une métaphore de la pensée et de ses ruses? Alors, il y a un exemple un peu plus difficile, peut-être. Ce sont les objets qui nous résistent, qui semblent avoir une âme. Ainsi, nos baguettes, elles, certes... on sait très bien quelle baguette est appropriée pour correspondant à tel ou tel caractère, mais encore faut-il la domestiquer correctement pour devenir un bon sorcier. Mais est-ce que ça ne veut pas dire malgré tout que cette résistance, ce n'est que l'expression de notre besoin de nous perfectionner? C'est encore par la pensée et le perfectionnement de notre pensée qu'on va apprivoiser peu à peu sa baguette. Donc cette résistance, l'impression qu'elle a une âme, c'est encore pour nous dire quelque chose de très intérieur, non? Alors là, peut-être que Clémentine saura mieux répondre que moi. Je me suis peu consacrée aux baguettes, mais moi j'ai l'impression que pour le coup, les baguettes, c'est ceux qui nous résistent, clairement. Enfin, qui résistent à notre pensée. Oui, parce que je pense en particulier à cette baguette de Sureau, qui finalement choisit son maître et elle est appartenue à... Enfin voilà, c'est pas moi qui décide que la baguette m'appartient, c'est la baguette qui décide. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, Clémentine Beauvais, voilà, puisque Marianne Chaillan a tout de suite renvoyé vers vos analyses? Je pense qu'avec la baguette, on a un croisement avec le politique qui est assez intéressant, qui est le fait que les sorciers sont les seuls à pouvoir avoir une baguette. On les appelle les wand carriers, les porteurs de baguettes, c'est-à-dire qu'ils ont confisqué les baguettes aux autres créatures magiques qui auraient pu potentiellement s'en servir et qui ont quand même de la magie. Donc par exemple, les gobelins qui sont extrêmement forts, puissants, ils n'ont pas de baguette et ils en veulent énormément aux sorciers de ce point de vue-là. C'est eux qui les appellent les porteurs de baguettes. On sait en filigrane qu'il y a eu plein de guerres entre les gobelins et les sorciers parce qu'ils n'avaient pas de baguette. On se souvient que Hagrid a le droit d'avoir une baguette parce que Dumbledore lui en a donné une, mais il la cache dans un parapluie rose. Donc il y a quand même une espèce de question de possession de la baguette qui est très très forte. Et là, on croise des questions de non seulement qui peut faire la magie, mais qui peut diriger la magie de manière de manière puissante. Et les sorciers, moi, il me semble en tout cas, parce que Rowling, elle théorise pas beaucoup son système magique. Il faut bien dire ce qu'il y a. C'est pas une métaphysicienne par rapport à son propre système magique, donc on peut n'en faire que des extrapolations. Mais en tout cas, on comprend que les sorciers ont ça de puissant et de supérieur aux autres créatures qui sont capables par la baguette de diriger leur magie. Et ça pose tout un tas de questions. C'est-à-dire, est-ce que cette magie est confisquée par la baguette? Qu'est-ce qui se passe exactement avec cette question magique? Pourquoi est-ce qu'ils s'octroient ce droit-là? On sait que les elfes de maison peuvent faire de la magie. Dobby fait éclater un gâteau par terre, se disparaît, réapparaît, etc. Mais il lui manquera toujours quelque chose quand même. Donc le moment où la baguette choisit son sorcier, c'est pas seulement une expérience individuelle, on va dire, de la baguette qui entre en résonance avec le sorcier. C'est aussi une initiation pour le jeune sorcier, pour moi, dans une espèce de perpétuation d'un système de pouvoir à l'âge de 11 ans, qui est celui des sorciers sur le reste du monde, et qui est très bien illustré par l'énorme fontaine magique qui représente les sorciers au sommet de la chaîne alimentaire des créatures magiques, quoi. Donc pour moi, là, le philosophique et l'émotionnel croisent aussi le politique. Alors je voudrais vous interroger maintenant toutes les deux sur cette question de la force intérieure qui est nécessaire pour que les sortilèges marche bien, qu'on les fasse réussir, et qui est donc nécessaire pour tout bon sorcier. Il y a un moment où Voldemort se moque de Harry. Il vient, par l'intermédiaire d'une de ses milicienne, et j'ai envie de dire Bellatrix Lestrange, il vient de tuer un ami cher d'Harry. Harry est évidemment révolté et Voldemort se moque de lui parce qu'il serait normalement, cette force de révolte devrait le pousser à utiliser ce qu'on appelle le sortilège impardonnable de la mort, c'est-à-dire Avada Kedavra. Et il ne le fait pas. On écoute. Oh, Doloris! Il faut le vouloir, Harry. Elle l'a tué. Elle le mérite. Tu connais la formule, Harry. Fais-le!
C'était dans le film Harry Potter et l'Ordre du Phénix, réalisé par David Yates en 2007. Marianne Chaillan, est-ce que c'est un signe de faiblesse, comme le suggère par son rire moqueur et méchant Voldemort, le fait que Harry n'arrive pas à utiliser ce sortilège interdit, il est tenté, mais il ne cède pas à la tentation, il n'arrive pas en réalité à tuer? Ou est-ce au contraire une force de Harry, c'est-à-dire que précisément, il résiste à cette tentation de faire quelque chose qui est interdit? Oui, absolument. Donc, si je me souviens bien, on est au ministère de la magie. Harry est à terre. À un moment donné, Voldemort le torture précisément par le rappel auprès d'Harry de toutes les souffrances qu'Harry vient de vivre. Et Harry parvient à se remémorer, on voit dans une scène un peu rapide, tous les souvenirs de joie qu'il contient aussi. Et Harry parvient à lui dire « Mais non, mais en fait, c'est vous qui êtes faible. C'est vous qui êtes faible parce que vous n'êtes pas capable de résister aux passions tristes. Voldemort, c'est celui qui rejette la finitude et qui, au nom de ce rejet de la finitude, a voulu entrer dans une quête effrénée de l'immortalité qui a entraîné des assassinats, la création des Horcruxes, etc. Harry, son chemin à lui, qui est un chemin extrêmement difficile qu'il accomplit au fur et à mesure des volumes de la saga, c'est un chemin d'acceptation de la perte, de la douleur, de la souffrance. Et la force de Harry, contrairement à Voldemort, c'est cette capacité à assumer la souffrance sans y réagir par la violence, par le rejet de l'existence et de la vie. Et il y a cette scène qu'il me semble vous évoquiez de manière implicite tout à l'heure, dans laquelle Harry se trouve avec Sirius Black devant la tapisserie qui représente la famille Black. Et Harry se confie à son parrain et il lui dit j'ai peur parce que je sens qu'il y a en moi des forces obscures et j'ai peur de devenir comme lui, comme Voldemort. Et son parrain lui répond nous avons tous en nous une part de lumière et une part d'ombre, et ce qui importe, c'est ce que nous décidons d'en faire. La force de Harry, c'est d'assumer que nous sommes traversés par des souffrances et des douleurs, et de ne pas céder aux passions tristes. D'ailleurs, sur la question de la douleur, Dumbledore lui dit dans le tome 5, le fait que tu sois capable de ressentir une telle douleur constitue ta plus grande force. Exactement. Vous êtes d'accord, Clémentine Beauvais, que les faiblesses apparentes de Harry dont se moque Voldemort en réalité constituent sa force véritable, sa force d'âme? Totalement, ouais. Et encore une fois, je pense que ça vaut la peine de souligner à quel point il y a une vision morale là derrière qui est hyper intentionnaliste. Et les sortilèges qu'on ne peut activer que quand on les veut vraiment, ça montre à la fois combien cette saga est traversée par la notion que quand on veut, on peut, quand on est fort, on vaincra, enfin fort moralement, et que il y a très peu de place pour l'accidentel, pour la chose qui n'est pas transparente à son propre désir, à sa propre volonté, etc. Harry, il va faire un apprentissage de ce qu'est sa volonté, comment l'exercer, comment la canaliser. Évidemment, il a des passages où il ne se maîtrise pas tout à fait. Il y a le fameux Harry grincheux du 5e tome où il fait un petit peu sa crise d'ado, mais bon, ça reste très 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 limité. Et en réalité, c'est une série qui croit puissamment à la force du choix, de la volonté, etc. Encore une fois, ce sont nos choix, Harry, qui déterminent ce que nous sommes vraiment. On a une vision qui est que voilà, il y a le principe moral, c'est qu'il faut se contrôler, se maîtriser. La force, c'est de savoir résister à son côté obscur, etc. Donc c'est très encourageant ça évidemment pour un jeune enfant, pour un adolescent, un jeune enfant, de se dire voilà, il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui peut contrôler toute ma vie, mais en même temps, il faut souligner que c'est pas complètement neutre comme vision, parce que bien sûr, il y a plein de fois dans la vie, on n'est pas transparent à ses propres désirs, on n'est pas en contrôle de soi-même, et ça aussi, ça a aussi des enseignements, quoi. Et ça, la saga Harry Potter permet pas vraiment de se projeter dans une vision moins empouvoirante, on va dire. C'est l'anglais qui vous vient, empowerment. J'ai vu. On va parler de je suis bien sûr. Et puis c'est un texte écrit en anglais, donc je pense que votre sensibilité là compte beaucoup. On va poursuivre notre analyse en parlant de deux choses assez extraordinaires, la pancine, drôle de machine, et puis le fameux Patronus. He was the wizard of 1,000 kings.
chance to meet him one night wandering. He told me tales and he drank my wine. Me and my magic man kind of feeling fine. He had a cloak of gold and eyes of fire, and as he spoke I felt a deep desire to free the world of its fear and pain, and help the people to feel free again. Why don't we listen to the voices in our heart? 'Cause they're not only fun, we're not so far apart. Everybody's got to be happy, everyone should sing. For we know the joy of life, the peace that love can bring. So spoke the wizard in his mountain home. The vision of his wisdom means we'll never be alone. And I will dream of my magic night and the million silver stars that guide me with their light. C'était le groupe de rock Uriah Heep qui chantait Le Magicien, The Wizard, en 1972. Nous parlons de la magie dans Harry Potter aujourd'hui en nous demandant si elle n'est pas la métaphore des ruses de la pensée. Alors nous allons évoquer un instrument troublant qui s'appelle la pancine dans Harry Potter. Alors la pancine, c'est un instrument qui permet, je vais lire tout simplement Dumbledore qui l'a décrit à Harry. Parfois, Harry, et je suis sûre que tu as déjà éprouvé la même impression, il me semble qu'il y a trop de pensées et de souvenirs qui se bousculent dans ma tête. Chaque fois que j'ai ce sentiment, j'ai recours à la pancine. Il suffit d'extraire les pensées inutiles de son esprit et de les déverser dans cette bassine pour pouvoir les examiner plus tard, tout à loisir. Il devient alors plus facile de distinguer les structures et les liens qui les unissent lorsqu'elles se trouvent sous cette forme. Donc c'est un examen d'auto-analyse de ses pensées. On va écouter un exemple puisque Dumbledore va, grâce à la pancine, retrouver un souvenir qu'il montre à Harry de sa rencontre avec Tom Jedusor, qui n'était pas encore Voldemort, mais vous allez le voir, qui était très perturbé par ses propres pouvoirs et qui pensait qu'il avait une force intérieure tout à fait exceptionnelle, ce qui n'était peut-être pas faux. Poudlard n'est pas une maison pour les fous. Poudlard est une école de magie. Tu peux faire des choses, n'est-ce pas, Tom, que les autres enfants ne peuvent pas faire. Je peux déplacer des objets sans les toucher. Les animaux font ce que je veux sans que je les ai dressés. Je peux attirer des ennuis aux gens qui sont méchants avec moi. Leur faire du mal, si j'en ai envie. Qui êtes-vous ? Je suis comme toi, Tom. Je suis différent. Prouvez-le. Le vol n'est pas toléré à Poudlard, sache-le. À Poudlard, on t'apprendra non seulement à te servir de la magie, mais à la contrôler. Tu comprends, Tom ? Je sais aussi parler aux serpents. Ils viennent me voir. Ils me murmurent des choses. Vous trouvez ça normal pour quelqu'un comme moi ? Saviez-vous, monsieur, à l'époque, que je venais de rencontrer le plus dangereux mage noir de tous les temps ? Non. C'est le prince de Sang Mêlé.
je crois que c'est le numéro 5 si je ne m'abuse, ou le 6, pardon, de la saga. Qu'est-ce que vous pensez, Clémentine Beauvais? Alors parlons d'abord du contenu de ce discours, de ce souvenir, de cette discussion avec Tom Jedusor. Après on parlera du moyen qu'a Dumbledore de retrouver ce souvenir grâce à la pancine et de le faire voir à tous les autres. Mais d'abord il voit un petit enfant qui, il faut bien le reconnaître, pourrait évoquer Harry, non, Clémentine Beauvais? Ah oui, bah c'est vraiment des jumeaux, le jumeau maléfique l'un de l'autre, les deux personnages qui sont tous les deux coincés avec leur propre talent, etc. Et évidemment, ils vont prendre deux chemins complètement inverses. Enfin, cela dit, il faut dire quand même qu'Harry n'est pas aussi précoce, extraordinaire et puissant quand même que Jedusor. Hein. Il est pas aussi phénoménal en termes de magie. La pancine, c'est vraiment un objet magnifique, je trouve. Et puis en termes de narration, c'est du génie, parce que si vous voulez, le problème avec Harry, c'est que dans la saga Harry Potter, on arrive au milieu, c'est comme avec Star Wars, c'est-à-dire qu'on est au milieu et il faut qu'on ait des flashbacks. On a plein de flashbacks et Rowling va utiliser une palette d'objets magiques extraordinaires pour nous donner ces flashbacks. Il y a la pancine qui est un objet crucial, il y a le retourneur de temps, il y a le miroir du Riséd quand même dans une certaine mesure, il y a les tableaux qui vont dire des choses, il y a les fantômes, etc. Donc elle est obligée d'utiliser ça parce que c'est très ennuyeux de dire à un enfant qui lit un livre, vous allez maintenant vous arrêter, on va avoir une grande conversation sur ce qui s'est passé avant, même si Dumbledore le fait quand même aussi pas mal. Mais la pancine nous plonge directement dans le passé, dans le souvenir qui est donné par la personne. Mais ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'évidemment, c'est un souvenir qui est forcément sélectif, puisque même là encore, en parlant l'anglais, mais la pancine en anglais, c'est pensive, à la fois c'est quelque chose de pensif, mais c'est quelque chose qui est une passoire. Pensive, il y a des trous dedans, quoi. Il y a un crible, donc c'est passé au crible, au filtre des souvenirs de la personne. Et donc encore une fois, c'est des univers qui sont contrôlés. Alors là, en l'occurrence, par l'intellect de Dumbledore. Et on est souvent dans la tête de Dumbledore quand on est dans Harry Potter. Et là, c'est explicite. On est dans la pancine avec ses pensées. Voilà. Alors, Marianne Chaillan, en anglais, apparemment, nous précise Clémentine Beauvais, je trouve ça très précieux. On entend un peu passoire, mais nous, on entend bassine, la pancine. Une espèce d'endroit où on peut bien regarder ses pensées, les retrouver et mettre de l'ordre dedans. Marianne Chaillan, c'est une sorte de métaphore, presque d'une auto-analyse. Oui, complètement. Et comme ça serait précieux si on pouvait conserver nos souvenirs comme ça et voyager, retrouver les personnes disparues, encore une fois. Hein, il y a ce passé qui ne passe pas dans la pancine. Alors moi, j'y ai vu dans cet objet encore un fil platonicien de J.K. Rowling, parce que cette pancine, d'une certaine manière, elle permet l'appropriation d'un savoir qu'on possède, puisque c'est notre souvenir, c'est le souvenir de Dumbledore qui est dans la pancine, et pourtant on le possède sans le posséder complètement, puisqu'on peut encore en apprendre quelque chose. Et donc, j'ai l'impression que cette pancine, elle nous faisait signe vers la théorie de la réminiscence chez Platon, hein, et cette idée que nous possédons en nous un premier savoir latent, qui est une condition de possibilité du savoir véritable, mais que il va falloir actualiser ce savoir par tout un travail dialectique chez Platon, et la pancine, c'est comme si c'était la traduction de l'objet qui permet de montrer cet exercice de réminiscence chez Platon. Hein. Elle nous fait, la réminiscence nous fait ressaisir ce que nous avons toujours su et toujours oublié, et la pancine, de la même manière, nous permet de nous ressouvenir et d'acquérir un savoir. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann. Nous parlons de la magie dans Harry Potter en nous demandant si elle n'est pas la métaphore de la pensée et de ses ruses. Alors j'en arrive avec vous, Marianne Chaillan et Clémentine Beauvais, à je trouve, une des plus belles inventions. Il y en a beaucoup, des inventions, mais celle-là, elle est extraordinaire. C'est le Patronus. Alors, invention de J.K. Rowling dans Harry Potter. Donc, l'enjeu est de préciser comment on répond à l'action des détraqueurs, dont nous avons déjà parlé dans cette série, qui sont des horribles êtres, des créatures magiques qui agissent sur votre pensée. Elles rentrent en vous pour vous vider de toutes vos pensées agréables, de votre capacité d'aimer, à être heureux, et ne laisse en vous que le froid glacial du malheur intérieur. Comment leur répondre? Eh bien, c'est un peu comme face à l'épouvantail. Il s'agit de neutraliser cette action sur votre pensée par de très puissantes pensées intérieures positives auxquelles il
faut même réussir à donner une forme qui va s'extérioriser et fera bouclier avec l'épouvantail. Ça ressemble donc à la neutralisation des épouvantards, mais c'est encore plus élaboré. Il est vrai qu'on s'entraîne beaucoup à faire son Patronus avec les épouvantards. D'ailleurs, c'est bien ce qu'utilise le professeur Lupin. À 8h le jeudi soir, Harry quitta la tour de Gryffondor pour se rendre dans la salle d'histoire de la magie. Lorsqu'il arriva, la salle était vide et plongée dans l'obscurité. Il alluma les lampes d'un coup de baguette magique et attendit. 5 minutes plus tard, le professeur Lupin entra dans la classe avec une grande caisse en bois qu'il posa sur le bureau. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda Harry. « Un autre épouvantard » répondit Lupin en enlevant sa cape. « J'en ai cherché dans tous les châteaux depuis mardi dernier et heureusement, j'ai fini par en trouver un dans l'armoire des Rusards. C'est ce qui peut se rapprocher le plus d'un vrai détraqueur. Quand il vous verra, l'épouvantard va prendre l'aspect d'un détraqueur. Et nous pourrons donc nous entraîner sur lui. Quand on n'en se servira pas, je le garderai dans mon bureau. D'accord, dit Harry en essayant de cacher son appréhension. Le professeur Lupin sortit sa baguette magique et fit signe à Harry d'en faire autant. Le sortilège que je vais vous enseigner, Harry, est un acte de magie très avancé, qui dépasse de très loin le niveau de la sorcellerie du premier cycle. On l'appelle le sortilège des Patronus. Comment ça marche? Si le sortilège se déroule normalement, vous verrez apparaître un Patronus, c'est-à-dire une sorte d'anti-détraqueur, un protecteur qui jouera le rôle de bouclier entre vous et le détraqueur. Harry s'imagina blotti derrière un être de la taille de Hagrid brandissant une énorme massue. Le Patronus représente une force positive, une projection de tout ce qui sert de nourriture au détraqueur. L'espoir, le bonheur, le désir de vivre. Mais à l'inverse des humains, le Patronus ne peut pas ressentir de désespoir et le détraqueur ne peut donc pas lui faire de mal. Je dois cependant vous avertir, Harry, que ce sortilège est peut-être trop complexe pour vous. De nombreux sorciers hautement qualifiés ont des difficultés à les mettre en pratique. À quoi ressemble un Patronus? Chacun est unique. Il change de forme selon les sorciers qui les fait apparaître. Et comment le fait-on apparaître? En prononçant une incantation qui ne produira son effet que si vous vous concentrez de toutes vos forces sur un souvenir particulièrement heureux. C'était Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, lu par Bernard Giraudot. Alors, Clémentine Beauvais, pour fabriquer un Patronus qui fasse bouclier contre les détraqueurs, il faut, semble-t-il, une extraordinaire capacité de bonheur. Et c'est ça qui est dur pour Harry. Est-ce que je me trompe? Est-ce que ça veut dire que finalement, le malheur qui nous arrive nous oblige à aller chercher ça en nous, cette faculté à penser des choses belles et à être heureux? Il n'y a que cela qui peut nous aider à lutter contre les épreuves, même les plus terrifiantes. Clémentine Beauvais. Oui, mais c'est un bon exemple de la pensée rowlingienne du voilà, quand on veut résister à, on le peut. Ce qui est d'autant plus étonnant qu'elle a elle-même connu la dépression, elle a connu des épisodes très très douloureux dans sa vie. Donc on se dit que cette personne a dû elle-même, là je me permets un peu d'analyse psychologique, je suis désolée, mais développer, enfin déployer ces méthodes-là. Et là, enfin, je me permettrai là pour le coup un exemple personnel, mais je trouve ça intéressant à quel point pour les enfants qu'on a été, la génération Harry Potter, je me souviens parfaitement, moi étant une enfant pas super heureuse au collège et vraiment enfin pas une adolescence pas hyper agréable, avoir pris Harry comme Patronus, si vous voulez. C'est-à-dire qu'en tant qu'enfant on développe aussi bah bien sûr, on se dit moi dès que j'étais au collège et puis que ça allait mal, je m'imaginais dans ma tête que j'étais à Poudlare et cette espèce de pensée positive me faisait une espèce de Patronus. Génial, c'est de la littérature performative. Contre la dépression du collège. Et ça peut prêter à sourire, mais je pense que c'est important toujours de lier ces objets-là à leur puissance didactique qu'elles peuvent avoir dans la vie des enfants qui rencontrent la saga. Ce qui veut pas forcément dire qu'elles sont philosophiquement, encore une fois, très complexes. Voilà, je veux pas, pour moi, le Patronus, il est vraiment lié. Enfin, si vous voulez, c'est vraiment du développement personnel. On peut lier ça à des philosophies, pour le coup, très
très années 80-90 encore une fois, quand on veut, on peut penser positif pour vaincre les inquiétudes, etc. Mais de fait, la force de cet objet-là, elle est vraiment très lisible dans les personnes qui l'ont elles-mêmes éprouvé par rapport à la saga Harry Potter en entier, comme une espèce de Patronus géant contre le malheur de l'adolescence, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Marianne Chaillon? Je trouve l'exemple de Clémentine extrêmement merveilleux, mais je pense que bien plus que du développement personnel, là, on renoue avec de la philosophie et les fameux exercices spirituels qui étaient développés pendant l'Antiquité, par exemple les stoïciens, pour revenir à eux, nous disaient qu'il y a une discipline à faire pour construire une citadelle intérieure, de sorte que quand les événements de la vie ne manqueront pas de nous frapper, eh bien nous serons protégés. Et ils se faisaient fort, ces philosophes stoïciens, s'ils avaient été condamnés à cette expérience dont vous vous rappelez peut-être du taureau de Phalaris. Il y avait un sculpteur qui, pour plaire à un tyran qui s'appelait Phalaris, avait construit un instrument de torture horrible, un taureau dans lequel on plongeait les victimes, on allumait le feu et la pauvre victime mourait là-dedans. Et les stoïciens disaient: nous pourrions être heureux, y compris dans le taureau de Phalaris. C'est-à-dire face aux pires souffrances, parce que j'ai verrouillé mon esprit. Ils ont eu des cours d'occlumencie, sûrement, par le professeur Rogue. J'ai verrouillé mon esprit à ce qui peut venir du dehors. Je me concentre sur ce qu'il y a eu de positif dans ma vie. C'est déjà un patronus, ce que font les philosophes stoïciens. C'est, quel que soit ce que la vie me réserve, par le pouvoir de ma pensée, par la magie de ma pensée, j'opposerai aux forces obscures qui peuvent venir me frapper une puissance positive, le souvenir des pensées heureuses. Et donc, ces souvenirs de joie me permettront de résister, de tenir bon face aux douleurs de l'existence. Tout ça est très intéressant. Mais je me demande si vous ne chassez pas un peu vite, avec d'un côté le développement personnel, de l'autre les exercices spirituels de l'Antiquité, notamment des stoïciens, une autre influence sur J.K. Rowling, qui est la psychanalyse. Oui. Parce que dans le tome 3, où il apprend le Patronus pour faire bouclier aux détraqueurs, Harry est extraordinairement malheureux. Et qu'est-ce que les détraqueurs lui font revivre? Le trauma originel où Voldemort est venu tuer sa mère devant lui. Il entend ses cris et il n'a presque plus de capacité de bonheur. Il est enfermé dans l'image de sa mère en train de mourir. Oui, tout à fait. Et lorsqu'il produira un Patronus, à quoi ressemblera ce Patronus? À un cerf. Oui. Or, son père avait la capacité, comme certains sorciers, de se transformer en animal. Et l'animal qu'incarnait son père, c'était le cerf. Donc, finalement, c'est une image paternelle qui va refaire sortir une possibilité de bonheur. Là où, je dirais, la voie VOIE vers la mère est bouchée et pleine de souffrance. Il n'arrive plus à retrouver le lien maternel. Alors, il trouve le lien au père. C'est génial, non? Marianne Chaillon, vous ne trouvez pas? Mais vous voyez à quel point, en tout cas, cette saga est merveilleuse et magique, c'est qu'elle se prête à tellement de lectures pertinentes et différentes et qui se complètent les unes les autres. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, des références psychanalytiques dans Harry Potter, Clémentine Beauvais? C'est clair que cette scène où il croit qu'il voit son père de l'autre côté de la rivière, du lac, je sais pas si vous vous souvenez, et puis qu'en fait il s'aperçoit que c'est lui-même, et cette espèce de déception, et en même temps c'est le moment où il advient à lui-même par la figure du père. Ça, c'est sûr qu'il y a vraiment énormément de réminiscences psychanalytiques là-dedans, et vous l'avez nommé, la scène originelle de la mort de la mère, d'une certaine manière qu'il n'a pas su protéger, et puis qui va parce qu'il était tout petit évidemment, mais qui est morte à la fois par sa faute et qui en même temps c'est grâce au charme de l'amour de sa mère que le monde entier des sorciers va être sauvé, juste par l'amour de Lily Potter. Donc c'est vrai qu'il y a des résonances psychanalytiques très fortes et encore une fois émotionnelles, parce que là, moi je retournerai aussi aux contes de fées. Évidemment, il y a eu des analyses psychanalytiques des contes de fées, mais voilà, ces figures parentales de Lily et James qui se complexifient dans les derniers volumes de la saga. Au début, restent très ancrés dans l'univers des contes de fées, comme ça, et puis et on a cette espèce d'amour parental complètement inconditionnel et idéalisé par la mort des parents, d'une certaine manière, et tout ce qui est de négatif dans les figures maternelles et paternelles va être externalisé dans d'autres personnages qui vont porter par-ci par-là l'ambivalence par rapport au père et à la mère. Mais lui, Harry, garde dans son cœur cette image complètement forte et fortifiante de ses deux parents idéalisés par la mort, quoi. Marianne Chaillon, peut-être votre dernier mot, parce qu'on arrive au bout, quelque chose sur la série ou sur le Patronus. Moi, je trouve ça extraordinaire, le Patronus. Donc, si vous voulez continuer sur cette voie, allez-y.
Sur le Patronus, non. Enfin, je suis désolée. Moi, ce que je pensais, vous l'aviez évoqué tout à l'heure, les similitudes entre Harry et Tom Jedusor. Oui. On a oublié de préciser qu'ils sont de la même famille et de lointains cousins. Ils descendent tous les deux des trois frères, du fameux conte des trois frères. Chacun descend d'un des frères. Donc ça devient une tragédie grecque, cette affaire-là. C'est vrai que c'est une tragédie grecque, et en plus, pour le coup, lui, il n'a pas d'image heureuse du père, Tom Jedusor. Puisqu'on parlait du père, voilà, le oui. père de Tom Jedusor, c'est quand même quelqu'un qui a abandonné Mérope après avoir été séduit par un sortilège, et Tom Jedusor, fils, va aller tuer son propre père. Donc, merci beaucoup d'avoir rappelé cela, l'absence de père de Tom Jedusor, alors que la figure du père arrive dans la saga Harry Potter au tome 3. Avant, il y avait beaucoup la question de la mère. C'est vraiment très éclairant, et puis c'est tellement riche, cette saga. On peut faire plein d'associations d'idées. Vous avez éclairé pour nous, merci Marianne Chaillan et Clémentine Beauvais, la question de la magie dans Harry Potter. À présent, c'est l'heure de la chronique de Frédéric Worms, qui cette semaine nous parle des figures de l'esprit. On écoute le pourquoi du comment. Comment peut-on lire la phénoménologie de l'esprit de Hegel ? Pour plusieurs générations d'étudiants en France, il y a un texte qui a eu une valeur paradoxale à la fois d'introduction à la philosophie et de repoussoir, en tout cas de texte totem par sa difficulté aussi de la philosophie, par son côté d'introduction presque initiatique à une discipline redoutable qui serait la philosophie. C'est ce texte intitulé « La phénoménologie de l'esprit » par Hegel, dont la traduction en France au milieu du XXe siècle par Jean Hippolyte a eu un succès majeur et une importance fondamentale. Jean Hippolyte, qui fut aussi directeur de l'école normale supérieure dans les années 60 et qui fut l'ami de Jean-Paul Sartre, de Maurice Merleau-Ponty, qui fut au cœur, à sa manière, à travers la phénoménologie de l'esprit de Hegel, de manière paradoxale, de l'existentialisme européen. Mais pourquoi cette importance de la phénoménologie de l'esprit ? Il faut d'abord lever un malentendu. La phénoménologie, depuis le début du XXe siècle, depuis Husserl et Heidegger qui l'ont ainsi entendu, c'est avant tout la description des phénomènes tels qu'ils apparaissent à une conscience qui, chez Husserl, disons, n'est pas l'objet de la phénoménologie, plutôt son sujet, et qui donc observe les phénomènes tels qu'ils se décrivent, tels qu'ils se donnent à elle. Au contraire, pour Hegel, la phénoménologie de l'esprit n'est jamais seulement la description du monde, c'est aussi la prise de conscience par l'esprit lui-même de sa propre réalité dans sa relation au monde. Ainsi, la phénoménologie de l'esprit, c'est d'abord une expérience. C'est l'expérience du monde en tant qu'il se donne à nous et de notre transformation de nous-mêmes dans notre relation au monde, ce que Hegel appelle une dialectique du sujet et de l'objet. Oui, notre esprit, c'est d'abord la sensation qui se donne à un instant donné, mais qui change tout le temps. Ainsi, elle change tout le temps. Je dis, il fait jour, mais ça n'est valable qu'à un instant donné. Ensuite, il fera nuit. La certitude sensible est une modalité de la conscience toujours fugitive. Et peu après, pour Hegel, dans la phénoménologie de l'esprit, au fur et à mesure, l'esprit se transforme lui-même, prend conscience de lui-même jusqu'à sa dimension universelle sous la forme de la raison ou de ce que Hegel appelle le savoir absolu. Ainsi, la phénoménologie de l'esprit, le complément d'objet, est aussi un complément subjectif en quelque sorte. C'est une expérience de la prise de conscience de soi-même comme esprit, comme conscience. Et au cœur de cette phénoménologie de l'esprit, pour Hegel, il y a un moment très particulier où nous prenons conscience de notre esprit dans la relation à l'esprit de l'autre. C'est ce que Hegel appelait la lutte du maître et de l'esclave. Je prends conscience de l'autre comme subjectivité quand il s'oppose à moi. C'est la guerre, c'est la capacité de sacrifier sa vie qui me prouve que l'esclave que je croyais dominer comme une chose est lui aussi un esprit. Ainsi, voilà comment la phénoménologie de l'esprit arrive au cœur du XXe siècle. C'est une aventure subjective, existentielle, politique. Au fond, l'esprit n'est pas chez Hegel une réalité absolue, indépendante, comme on le croit souvent. C'est d'abord une expérience relationnelle, peut-être aussi une expérience intersubjective. Prendre conscience de soi, c'est aussi dans la relation aux autres. Merci Frédéric Worms. On peut retrouver votre chronique en podcast sur le site de Radio France. Il en va de même pour toutes les émissions d'Avec Philosophie.
Cette émission a été réalisée par Riyad Kera avec à la technique Jacques Hubert. Elle a été préparée avec Jules Barbier en particulier et puis toute l'équipe d'Avec Philosophie, Caroline Pernès, Manon de la Selle, Carla Michel et Aïda Ndiaye. Vous êtes bien sur France Culture, vive la curiosité.